Je m'appelle Calvin, j'ai 34 ans, et j'ai bâti une vie réussie en tant qu'ingénieur logiciel malgré avoir grandi avec des parents financièrement irresponsables. Pendant 3 ans, je leur ai envoyé $600 chaque semaine pour qu'ils puissent vivre confortablement à la retraite. Je pensais faire ce qu'il fallait jusqu'au 3e anniversaire de mon fils, où ils ont préféré un casino à leur unique petit-fils. Ce que mon père a dit ce jour-là a tout brisé. Ta famille ne compte pas pour nous. Avant de vous raconter comment ma relation avec mes parents s'est complètement effondrée, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà eu à faire des choix difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre gentillesse. J'ai grandi dans un quartier modeste de la banlieue de Chicago où le stress financier était aussi constant que le changement des saisons. Mes parents, Richard et Martha, ne semblaient jamais maîtriser leurs finances, peu importe le nombre de chances que la vie leur offrait. Papa changeait de travail comme une boule de flippé, toujours à la poursuite de la prochaine grande opportunité qui était censée nous rendre riches. Un mois, il vendait des assurances, le mois suivant, il lançait une entreprise d'aménagement paysager, puis il se tournait vers des systèmes de marketing multiniveau qui finissaient inévitablement par s'effondrer. Maman n'était pas bien meilleure avec l'argent. Elle tenait à sauver les apparences, achetant des vêtements de marque et organisant des dîners que nous ne pouvions pas nous permettre, tout cela pendant que notre compte en banque était dans le rouge. Les conséquences de leur chaos financier pesaient lourdement sur notre foyer. Je me souviens avoir fait mes devoirs à la lueur des bougies en 4e lorsque l'électricité a été coupée pour la 3e fois cette année-là. Le pire, c'est quand j'avais 14 ans et que je suis rentré de l'école pour trouver notre allée vide. La banque avait saisi notre voiture pendant que j'étais en cours de maths. Mes amis sont passés en voiture, assistant à toute la scène humiliante. Par 2 fois, nous avons failli perdre notre maison à cause d'une saisie immobilière, sauvée uniquement par des prêts de dernière minute de ma grand-mère maternelle, qui sermonnait mes parents sur la responsabilité, tandis qu'il hochait la tête d'un air contrit, pour ensuite répéter les mêmes schémas des mois plus tard. À 15 ans, j'ai réalisé que si je voulais une quelconque sécurité financière, je devrais la créer moi-même. J'ai commencé à travailler dans une épicerie locale, à mettre en rayon après l'école et les week-ends. Chaque chèque de paie allait sur un compte en banque auquel moi seul avais accès, une leçon apprise après que maman a emprunté $300 du tiroir de ma commode pour acheter un sac à main de créateur. Elle a promis de le rembourser mais ne l'a jamais fait. Les ordinateurs sont devenus mon refuge et finalement mon avenir. Notre lycée avait un laboratoire informatique décent et je restais tard pour m'apprendre moi-même la programmation en attendant le début de mon service du soir. Le codage avait du sens pour moi, contrairement à ma vie de famille. En code, il y avait des règles claires et des conséquences logiques. Les actions produisaient des résultats prévisibles. C'était le contraire de regarder mes parents essayer de régler les problèmes à coups d'argent pour n'en créer que de plus gros. Quand le moment des candidatures à l'université est arrivé, mon conseiller d'orientation m'a poussé vers la programmation. Avec des notes correctes et des dissertations convaincantes sur la manière de surmonter l'adversité, j'ai obtenu suffisamment de bourses pour aller à l'université d'État. Mes parents semblaient fiers, mais ont aussi immédiatement commencé à parler de la façon dont mon futur salaire dans la tech pourrait aider la famille. J'aurais dû reconnaître ce signe avant-coureur, mais j'avais 18 ans et j'étais encore désespérément en quête de leur approbation. L'université n'a pas été facile. Pendant que d'autres étudiants faisaient la fête, je jonglais entre les cours et 3 emplois à temps partiel, support informatique sur le campus, service le week-end dans un magasin d'électronique, et création de sites web en freelance pour des entreprises locales. Le sommeil est devenu un luxe, mais mon compte en banque a lentement grossi, me donnant quelque chose que je n'avais jamais eu, la sécurité financière. Les appels de la maison ont commencé pendant ma 2e année. Papa avait besoin de $2000 pour une opportunité d'affaires qui ne pouvait pas attendre. La voiture de maman nécessitait des réparations. Leur chaudière est tombée en panne en janvier. Chaque fois, j'envoyais ce que je pouvais, mangeant des ramen pendant des semaines par la suite. Chaque fois, ils promettaient de me rembourser quand les choses s'amélioreraient. Chaque fois, ils ne l'ont jamais fait. Quand il m'arrivait de ne pas pouvoir aider, les tentatives de me faire culpabiliser étaient brutales. J'imagine qu'on va juste geler alors. Ou, on pensait que tu te souciais de ta famille. Malgré ces défis, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et une dette étudiante minimale, une victoire qui me semblait entièrement mienne. Pendant ma dernière année d'université, j'ai rencontré Stéphanie dans un cours de gestion de base de données. Intelligente, gentille, et issue d'une famille stable où les cadeaux d'anniversaire n'étaient pas assortis de culpabilité. Elle ne ressemblait à personne que j'avais connu. Lors de notre 3e rendez-vous,
j'ai maladroitement expliqué ma situation familiale, m'attendant à être jugé. Au lieu de cela, elle m'a serré la main et a dit, « Ça a dû être vraiment difficile. Je suis désolé que tu aies vécu ça. » Pour quelqu'un qui a grandi en pensant que le chaos financier était normal, son empathie était révolutionnaire. Après mon diplôme, j'ai décroché un poste de développeur junior dans une entreprise de technologie à Seattle. Déménager à l'autre bout du pays, loin de mes parents, était à la fois libérateur et culpabilisant. Stéphanie m'a suivi 6 mois plus tard avec un emploi en gestion de projet, et nous avons commencé à construire notre vie ensemble. Nous vivions modestement, épargnant de manière agressive et progression dans nos carrières. J'ai gravi les échelons de développeur junior à intermédiaire, puis à senior. Chaque promotion apportait une stabilité financière qui me semblait encore quelque peu étrangère. Le mariage est venu après 3 ans à Seattle, une petite cérémonie à laquelle mes parents n'ont assisté qu'après que j'ai acheté leur billet d'avion. Les parents de Stéphanie nous ont donné un chèque généreux pour un acompte sur une maison, tandis que les miens nous ont offert un mixeur qu'ils avaient acheté en solde. J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier, mais Stéphanie a remarqué ma déception. Ils donnent ce qu'ils peuvent, les ai-je défendus. Pourtant, nous savions tous les deux que le problème n'était pas les ressources, mais les priorités. Alors que nous nous installions dans notre première petite maison et établissions nos carrières, je maintenais des appels hebdomadaires avec mes parents. Les conversations tournaient inévitablement autour de leurs problèmes financiers, des factures médicales qu'ils ne pouvaient pas payer, et des allusions pas si subtiles sur le succès que je devais avoir maintenant. Chaque appel me laissait épuisé, pris entre la culpabilité et le ressentiment. Stéphanie me regardait faire les 100 pas après, déchirée entre la loyauté familiale et l'instinct de survie. « Tu sais », dit-elle doucement un soir. Dans les familles saines, les parents veulent que leurs enfants aient plus qu'eux, pas l'inverse. Le concept m'était si étranger que je l'ai d'abord rejeté. Les parents étaient censés se sacrifier pour leurs enfants. Oui, mais n'était-ce pas aussi le devoir d'un enfant de s'occuper de ses parents vieillissants? La question allait me hanter dans les années à venir, alors que les limites entre le soutien et l'assistanat devenaient de plus en plus floues. Il y a 5 ans, tout a changé avec un appel frénétique à minuit. La voix de papa s'est brisée alors qu'il expliquait qu'ils avaient 3 mois de retard sur les paiements de l'hypothèque. La banque avait envoyé un dernier avis avant saisie. Ils avaient besoin de 15 000 $ ou ils perdraient leur maison dans 2 semaines. On a tout essayé, fils, dit-il, semblant défait pour la première fois de ma vie. Le travail à temps partiel de ta mère au grand magasin couvre à peine les courses, et personne ne veut embaucher quelqu'un de mon âge pour un salaire décent. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. J'ai couvert le téléphone et regardé Stéphanie, qui était assise dans le lit à côté de moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Nous économisions pour une maison plus grande, planifiant notre future famille. Cela nous retarderait considérablement. Laisse-moi parler à Stéphanie et je te rappelle demain, lui ai-je dit, l'estomac noué. Après avoir raccroché, Stéphanie et moi avons parlé jusqu'à l'aube. Elle avait des préoccupations valables. Était-ce une urgence ponctuelle ou le début d'un schéma répétitif? Et qu'en était-il de nos propres objectifs financiers? Mais elle comprenait aussi l'obligation familiale d'une manière que je respectais. Si nous les aidons, dit-elle finalement, nous devons fixer des limites claires. Ça ne peut pas devenir une habitude. Le lendemain, j'ai appelé mes parents et j'ai accepté de transférer l'argent à des conditions, ils devaient tous les deux trouver un travail stable, même à temps partiel, établir un budget et rencontrer un conseiller financier que je paierais. Ils ont accepté avec enthousiasme, exprimant leur gratitude en larmes et promettant que cela les remettrait sur la bonne voie de façon permanente. 3 mois plus tard, ils ont rappelé. Leurs impôts fonciers étaient dus, et ils n'avaient pas les 4 000 $ nécessaires. Quand j'ai demandé où en était leur recherche d'emploi, papa a mentionné des entretiens prometteurs tandis que maman a invoqué son arthrite, qui rendait le travail dans la vente difficile. Le conseiller financier a signalé qu'ils avaient annulé leurs 2 derniers rendez-vous. Cette nuit-là, Stéphanie m'a trouvé en train de fixer notre compte en banque. Ils ne vont pas changer, n'est-ce pas, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Probablement pas, dit-elle doucement. Mais ils vieillissent. Peut-être devrions-nous penser à un soutien continu avec des limites claires plutôt qu'à des renflouements d'urgence. Après plusieurs discussions difficiles, nous avons décidé que je leur enverrais 600 $ par semaine, une somme importante qui devrait couvrir leurs dépenses de base tout en leur permettant une certaine dignité et un certain confort dans leur soixantaine. J'ai mis en place un compte séparé avec des virements automatiques, en précisant que ce n'était pas un revenu supplémentaire pour des produits de luxe,
mais destiné à assurer leurs besoins essentiels. C'est plus que généreux, a dit maman quand j'ai expliqué l'arrangement. Tu es un si bon fils. Papa a hoché la tête, ajoutant, nous t'avons bien élevé, c'est sûr. Leur gratitude semblait sincère, et au début, notre relation s'est améliorée. Les appels désespérés ont cessé. Nos conversations hebdomadaires incluaient des sujets autres que leurs problèmes financiers. Ils semblaient plus détendus, demandant même occasionnellement des nouvelles de mon travail et de ma vie au lieu de se concentrer uniquement sur leurs ennuis. Pendant cette période de relative stabilité, Stéphanie et moi avons accueilli notre fils, Mason, dans le monde. La naissance de notre enfant a changé ma perspective sur les obligations familiales et les responsabilités générationnelles. En tenant mon fils nouveau-né, je me suis fait la promesse silencieuse de lui fournir la stabilité et de lui enseigner la responsabilité financière, brisant le cycle qui avait causé tant de stress dans ma propre enfance. Mes parents semblaient sincèrement excités de devenir grands-parents, faisant même le voyage jusqu'à Seattle pour rencontrer Mason quand il avait 2 mois. Maman a pleuré en le tenant pour la première fois, et papa n'arrêtait pas de dire, il a le nez de la famille. Aucun doute là-dessus. Pendant un bref instant, nous nous sommes sentis comme une famille normale et fonctionnelle, unis par le miracle de cette nouvelle vie. Alors que Mason passait du statut de nourrisson à celui de tout petit, nous avons établi des appels vidéo réguliers pour que mes parents puissent regarder leur petit-fils grandir. Mason riait aux grimaces de papy riche et montrait à mamie Martha ses nouveaux jouets. Ces interactions m'ont donné l'espoir que, malgré notre histoire compliquée, mes parents pourraient avoir une relation significative avec leur petit-fils. Avec ma carrière progressant vers des postes de développeur senior et de chef d'équipe, notre situation financière nous a permis de déménager dans une maison plus grande dans un quartier avec d'excellentes écoles. Tout au long de ces changements positifs, les $600 continuaient d'affluer vers mes parents chaque semaine, une obligation de fonds que j'avais presque cessé de remarquer. Parfois, cependant, je repérais des signes inquiétants. Pendant les appels vidéo, j'ai remarqué de nouveaux meubles dans leur salon. Maman a mentionné un week-end à Atlantic City. Papa a exhibé un nouvel ensemble de clubs de golf. Quand je posais doucement des questions sur ces achats, il devenait sur la défensive. Nous ne sommes pas encore morts, Calvin, a un jour sèchement lancé papa. Nous avons le droit de nous faire plaisir pendant nos années dorées. Maman a ajouté, tu ne voudrais pas qu'on vive comme des moines, n'est-ce pas? À quoi bon avoir de l'argent si on ne peut pas s'amuser un peu? Je reculais, mal à l'aise mais ne sachant pas où tracer la ligne. Après tout, je n'avais pas spécifié exactement comment ils devaient dépenser l'argent, et surveiller chacun de leurs achats me semblait intrusif et contrôlant. Stéphanie remarquait mon malaise après ces conversations, mais respectait ma décision d'éviter la confrontation. C'est ta relation à gérer, disait-elle. Bien que je surprenais parfois ses regards troublés lorsque mes parents mentionnaient un autre achat inutile. 3 ans après le début de notre arrangement de soutien, je me trouvais dans une zone grise inconfortable, me demandant si j'aidais mes parents à vivre dignement ou si je ne faisais que permettre les mêmes schémas irresponsables qui avaient défini mon enfance. Mais le véritable signal d'alarme n'était pas encore arrivé, délivré un jour qui aurait dû être entièrement consacré à la fête et à la joie. Le 3e anniversaire de Mason approchait et Stéphanie s'est transformée en mode organisation de fête. Notre fils avait développé une obsession pour les dinosaures, rugissant dans la maison en prétendant être un Tyrannosaurus Rex, construisant des villes en bloc pour que son tricératops en plastique les piétine. Nous avons opté pour une célébration sur le thème des dinosaures dans notre jardin avec des sandwichs en forme de fossiles, un gâteau volcan qui entrerait en éruption avec de la lave à la fraise et une chasse aux œufs de dinosaures. Nous devrions inviter tes parents, suggéra Stéphanie un soir alors que nous finalisions la liste des invités. Mason demande quand il reverra papy riche et mamie Martha. Bien qu'ils vivent à l'autre bout du pays, ils n'étaient pas venus depuis le 1er anniversaire de Mason, invoquant toujours le coût du voyage malgré mon offre permanente d'acheter les billets. Tu es sûr? Ai-je demandé, me souvenant comment ma mère s'était plainte du bruit au 1er anniversaire de Mason avant de partir tôt avec un mal de tête. C'est leur seul petit-fils, a dit Stéphanie. Et ça signifierait beaucoup pour Mason. J'ai appelé mes parents ce soir-là pour leur proposer l'invitation. À ma surprise, ils ont semblé enthousiastes, surtout quand j'ai mentionné que je couvrirais leur billet d'avion. Nous ne manquerions ça pour rien au monde, a déclaré maman. Je vais commencer à chercher le cadeau parfait. 2 semaines avant la fête, en faisant défiler Facebook, je me suis figé devant une photo postée par ma mère. Mes parents se tenaient fièrement à côté d'une nouvelle berline Lexus.
Mon père tenait les clés avec la légende « Richard mérite les meilleures nouvelles roues pour nos voyages ». Le post avait des dizaines de commentaires de félicitations, dont un de ma mère, répondant « Calvin a été si généreux avec nous. Nous profitons enfin de la vie ». Mes mains tremblaient en montrant le post à Stéphanie. La voiture coûtait facilement 40 000 $, près d'1 an et demi de l'argent que je leur envoyais. Peut-être qu'ils l'ont financé, suggéra Stéphanie. Mais son expression montrait qu'elle n'y croyait pas plus que moi. Je les ai appelés ce soir-là, en essayant de garder un ton neutre. J'ai vu la nouvelle voiture sur Facebook. C'est une sacrée amélioration par rapport à la Toyota. N'est-elle pas magnifique, a dit papa fièrement. J'ai fait une super affaire en plus. Ça semble être un gros achat, ai-je avancé. Je pensais que l'argent que j'envoyais était pour les frais de subsistance, les factures, les nécessités. Tu surveilles nos dépenses maintenant? La voix de papa est devenue froide. Nous méritons de belles choses aussi, Calvin. Nous ne sommes pas des enfants. Bien sûr que non, ai-je rétropédalé. Je veux juste m'assurer que vous êtes financièrement en sécurité. On s'en sort très bien, a ajouté maman. Tu gagnes beaucoup d'argent avec ce travail dans la tech. Qu'est-ce que 600 $ pour quelqu'un comme toi? Une goutte d'eau dans l'océan. J'ai mis fin à l'appel, me sentant mal à l'aise, mais convaincu que ce n'était pas mon rôle de dicter leurs achats. Après tout, ils étaient des adultes qui prenaient leurs propres décisions. Pourtant, le malaise persistait à l'approche de l'anniversaire de Mason. Une semaine avant la fête, mes parents ont appelé pour confirmer leur présence, mais avec une demande inattendue. On pensait, commença maman. Puisque c'est une occasion spéciale, peut-être qu'on pourrait voyager en première classe. La classe économique est si inconfortable à notre âge avec les problèmes de dos de ton père et mon arthrite. Le surclassement en première classe doublerait plus que le coût de leur billet, de l'argent qui pourrait aller à l'éducation future de Mason, mais je me suis retrouvé à accepter quand même, ne voulant pas commencer un conflit avant la fête. C'est très généreux, a dit maman. Oh, et une dernière chose. Nous avons besoin de quelque chose de beau à porter pour la fête. Pourrais-tu envoyer 500 $ de plus cette semaine? Nous voulons être à notre avantage sur les photos. J'ai transféré l'argent immédiatement, bien que les sourcils levés de Stéphanie en disaient long quand je lui ai raconté. C'est beaucoup pour des vêtements à porter à la fête d'anniversaire d'un enfant de 3 ans dans notre jardin, a-t-elle noté. Mes parents porteront des jeans et des t-shirts de dinosaures que j'ai commandés pour tout le monde. Ils sont d'une autre génération, ai-je défendu faiblement. Les apparences comptent pour eux. Stéphanie m'a touché doucement le bras. Calvin, j'ai essayé de ne pas m'en mêler, mais je suis inquiète. Te rends-tu compte qu'ils n'ont jamais proposé d'acheter quoi que ce soit pour Mason? Même son cadeau d'anniversaire viendra techniquement de l'argent que tu leur as envoyé. Ils ont un revenu fixe, ai-je dit, l'excuse automatique que je sortais depuis des années. Vraiment, a contesté Stéphanie. Ou ont-ils un revenu très fiable de 2 400 $ par mois de notre part, plus les pensions et la sécurité sociale qu'ils reçoivent, qu'ils dépensent en voiture de luxe et en vol en première classe. Ces mots m'ont blessé car ils contenaient une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Passons juste la fête d'anniversaire, ai-je dit. Nous pourrons parler de la situation globale après. La veille de la fête, j'ai reçu un SMS de papa, avons atterri en toute sécurité. Hôtel acceptable, mais nous nous attendions à quelque chose de plus proche du centre-ville. Nous prendrons un taxi jusqu'à chez toi demain pour la fête. Je n'avais pas réservé leur hôtel parce qu'ils avaient insisté pour faire leurs propres arrangements, prétendant que mes choix étaient toujours trop soucieux du budget. Apparemment, ils avaient choisi un hôtel haut de gamme dans le centre-ville de Seattle plutôt que les options parfaitement agréables plus proches de notre maison de banlieue. Cette nuit-là, alors que Stéphanie et moi gonflions des ballons en forme de dinosaures et arrangions des décorations préhistoriques, Mason courait partout dans son pyjama de dinosaure, plus qu'excité. C'est déjà demain? Papy Rich et Mamie Martha m'apporteront un gros cadeau? Ils vont rugir comme des dinosaures avec moi. Bien sûr, mon grand, ai-je promis, ignorant le nœud qui se formait dans mon estomac. Demain sera le meilleur jour de tous les temps. Le matin de l'anniversaire de Mason s'est levé, clair et lumineux. Un temps parfait pour une fête en plein air. Stéphanie et moi nous sommes levés tôt, disposant des empreintes de dinosaures menant de notre porte d'entrée au jardin où nous avions installé des tables, des jeux et un petit château gonflable en forme de brachiosaure. Mason courait partout dans son costume de dinosaure, s'entraînant à rugir pour l'arrivée des invités. Les parents de Stéphanie,
Jim et Linda, sont arrivés 1 heure en avance, apportant des chaises pliantes supplémentaires et se mettant immédiatement à aider. Jim a gonflé les derniers ballons pendant que Linda arrangeait la table de nourriture, s'arrêtant de temps en temps pour poursuivre Mason dans le jardin, faisant semblant d'avoir peur du féroce dinosaure qui la chassait. À l'approche de midi, des amis avec leurs enfants ont commencé à arriver. Mason accueillait chacun d'eux avec un rugissement de dinosaure et un câlin, les menant aux activités que Stéphanie avait organisées. Je vérifiais ma montre à plusieurs reprises, m'attendant à voir mes parents arriver d'une minute à l'autre. Ils avaient mentionné prendre un taxi, donc l'heure pouvait être imprévisible, mais la fête avait officiellement commencé. 13h est arrivée et passée. Aucun signe de mes parents. J'ai appelé leurs 2 téléphones, tombant à chaque fois sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS, la fête a commencé. Tout va bien? Mason vous réclame. À 14h, alors que Mason se préparait à souffler les bougies de son gâteau volcan, entouré d'une douzaine d'enfants excités et de leurs parents, mes parents étaient toujours absents. Mason m'a regardé avec de grands yeux. Où sont Papy Rich et Mamie Martha? Est-ce qu'ils viennent me voir avoir 3 ans? Ils sont probablement juste en retard, mon grand, ai-je dit, forçant un sourire. La circulation à Seattle peut être compliquée. Profitons de ton gâteau, et je parie qu'ils seront bientôt là. Alors que Stéphanie entraînait tout le monde à chanter « Joyeux anniversaire », je me suis éloigné pour essayer de les appeler à nouveau. Toujours pas de réponse. La colère et l'inquiétude se battaient en moi. Leur était-il arrivé quelque chose ou avaient-ils simplement décidé de ne pas venir? La fête a continué avec l'ouverture des cadeaux par Mason. Sa déception initiale s'estompant au milieu de l'excitation des nouveaux jouets et livres de dinosaures. Les parents de Stéphanie ont compensé avec une attention et un enthousiasme supplémentaires. Bien que j'aie surpris Linda me lançant des regards inquiets chaque fois que Mason demandait après ses grands-parents manquants. À 16h, alors que les invités commençaient à partir, il n'y avait toujours aucune nouvelle de mes parents. Mason jouait joyeusement avec ses nouveaux jouets, mais regardait de temps en temps vers le portail quand il entendait une voiture passer. Chaque fois que son petit visage se décomposait en voyant des étrangers passer au lieu de ses grands-parents, mon cœur se brisait un peu plus. Peut-être devrais-tu vérifier à l'hôtel, suggéra doucement Stéphanie alors que nous rangions le papier cadeau. Si quelque chose s'était passé. J'ai appelé l'hôtel, qui a confirmé que mes parents étaient bien leurs clients, mais qu'ils étaient partis vers 11h ce matin-là. Donc, ils étaient quelque part, manquant délibérément l'anniversaire de leur petit-fils après avoir traversé le pays soi-disant pour cette raison précise. À 17h30, alors que nous rangions les dernières décorations, mon téléphone a finalement sonné avec le numéro de mon père. Je suis allé dans le garage pour prendre l'appel, le cœur battant. « Papa, où êtes-vous » On s'est fait un sang d'encre. Mason vous a réclamé toute la journée. « Oh, on a décidé de visiter le casino Emerald Queen à la place » a-t-il répondu nonchalamment. « Ta mère a entendu dire qu'ils avaient un excellent buffet. On passe un super moment. » Je suis resté là, dans un silence stupéfait, incapable de traiter ce que j'entendais. « Vous ? Quoi ? Vous avez traversé le pays pour l'anniversaire de Mason et vous avez juste décidé de le sauter pour un buffet de casino ? Ne sois pas si dramatique, Calvin. C'est juste une fête d'enfant. Il n'a que 3 ans. Il ne s'en souviendra même pas, il vous a réclamé toute la journée, ai-je dit, la voix montant. Il voulait vous montrer son costume de dinosaure. Il voulait que vous le voyiez souffler ses bougies. Écoute, les fêtes d'enfants, ce n'est pas vraiment notre truc. Trop de bruit, trop de microbes. On passera demain, peut-être qu'on l'emmènera déjeuner ou quelque chose comme ça. Papa, ce n'est pas la question. Vous vous étiez engagé à être là. Mason comptait sur vous. J'ai payé vos billets en première classe spécifiquement pour que vous puissiez assister à son anniversaire. Oh, ça y est, a-t-il raillé, tu nous jettes encore ton argent à la figure. Si tu comptes mettre des conditions à tout, peut-être que tu ne devrais rien offrir. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit, luttant pour contrôler ma voix. Il s'agit d'être présent pour la famille. La famille ? La voix de papa est devenue froide. Laisse-moi te dire quelque chose sur la famille. Ta famille ne compte pas pour nous. Pas vraiment. Cet enfant a le sang de Stéphanie, pas le nôtre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. De quoi tu parles ? Mason est ton petit-fils. Les parents de Stéphanie allaient toujours être les grands-parents préférés,
a-t-il poursuivi amèrement. Ils habitent plus près. Ils sont plus impliqués. Nous ne sommes que les seconds choix, les grands-parents par obligation que vous invitez parce que vous vous sentez obligé. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté. Bien que ces mots révélaient à quel point il comprenait peu les véritables relations familiales. De plus, ajouta-t-il avec un ricanement dédaigneux. Nous avons déjà élevé notre enfant. On en a fini avec tout ça. On profite de notre retraite maintenant. Votre retraite que je finance, ai-je dit, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Voilà. Je savais que ta générosité avait des conditions. Pauvre Calvin, si accablé d'aider ses parents vieillissants. Préférerais-tu qu'on vive dans la pauvreté? C'est ça que veut un bon fils? J'ai regardé par la fenêtre du garage et j'ai vu Mason jouer avec la nouvelle figurine de dinosaure que les parents de Stéphanie lui avaient donnée. Son visage était illuminé d'une joie innocente. À cet instant, tout est devenu clair. Je dois y aller, ai-je dit doucement. Mon fils a besoin de moi. Très bien, va-t'en. Assure-toi juste que notre argent est sur le compte vendredi comme d'habitude. J'ai raccroché sans un mot de plus. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Appuyé contre le mur, j'ai pris de profondes inspirations, essayant de digérer la conversation et l'égoïsme stupéfiant qu'elle révélait. Stéphanie m'a trouvé là quelques minutes plus tard. Un regard sur mon visage lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. J'ai secoué la tête. Ils sont allés dans un casino à la place. Papa a dit. Il a dit qu'il ne considère pas Mason comme de la famille. Pas vraiment. Le visage de Stéphanie s'est empourpré de colère, mais elle a gardé une voix contrôlée. Je suis tellement désolé, Calvin. C'est incroyablement blessant. J'ai été un tel imbécile, ai-je murmuré. Tout ce temps, tout cet argent. Nous avons été interrompus par Mason qui est entré en courant dans le garage, serrant son nouveau dinosaure. Papa, celui-là est un vélociraptor. C'est le dinosaure le plus rapide. Je me suis agenouillé, forçant un sourire. C'est génial, mon grand. Tu as passé un bon anniversaire? Il a hoché la tête avec enthousiasme, mais son visage est devenu sérieux. Mes papiers riches et mamie Martha ne sont pas venus. Est-ce qu'ils ne m'aiment pas? La question innocente a failli me briser. Je l'ai serré dans mes bras, la voix étranglée. Bien sûr qu'ils t'aiment, mon grand. Parfois, les adultes font des erreurs. Après que Mason eut pris son bain et fut au lit ce soir-là, il m'a regardé avec des yeux endormis. Pourquoi papy riche et mamie Martha ne m'aiment pas, papa? Je me suis assis sur le bord de son lit, cherchant les mots qu'un enfant de 3 ans pourrait comprendre sans le charger de complexité d'adulte. Certaines personnes ne savent pas très bien montrer leur amour, ai-je finalement dit. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu es le garçon le plus adorable du monde entier. Il a semblé satisfait de cette réponse, s'endormant en serrant son nouveau dinosaure. Je suis resté assis là longtemps après, regardant son visage paisible, faisant le vœu silencieux de ne plus jamais laisser mes parents le blesser. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je suis resté éveillé, repassant les mots de mon père. Ta famille ne compte pas pour nous. Combien de fois avais-je excusé leur comportement, fait des concessions, envoyé de l'argent, tout en me disant que c'était la bonne chose à faire? Chaque gentillesse avait été accueillie par un sentiment de dû plutôt que par de la gratitude. Chaque limite que j'avais tenté de fixer avait été ignorée ou piétinée. Au matin, épuisé mais résolu, je savais ce qu'il fallait faire. Pendant que Stéphanie emmenait Mason au parc, je me suis assis à notre bureau à la maison et j'ai commencé à enquêter sur la destination exacte de mon argent. J'ai accédé au compte joint que j'avais créé pour mes parents et j'ai téléchargé les transactions de la dernière année. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. Des retraits réguliers dans des casinos, des magasins de vêtements haut de gamme, des restaurants chers, un paiement à une compagnie de croisière de luxe, des magasins d'alcool, de l'électronique. Au milieu se trouvaient les factures de services publics et les courses attendues. Mais ces nécessités ne représentaient peut-être que 30% de leurs dépenses. Le reste n'était que pure indulgence. Tout cela en prétendant qu'il joignait à peine les deux bouts. Tout cela pendant que je calculais notre propre budget familial, renonçant soigneusement aux extras pour pouvoir continuer à les soutenir. Tout cela pendant que Stéphanie et moi retardions la rénovation de notre cuisine démodée parce que, la famille passe avant tout.
J'ai ensuite vérifié les comptes de médias sociaux de mes parents, trouvant des photos que j'avais sommement manquées. Un week-end de dégustation de vin dans la Napa Valley. De nouvelles montres de créateurs. Une télévision de 70 pouces. Chaque publication était ornée de commentaires sur le fait de profiter de leurs années dorées et de vivre leur meilleure vie. La vérité m'a frappé avec une clarté cristalline. Mes parents me considéraient comme rien de plus qu'un distributeur de billets. Les dépôts hebdomadaires ne soutenaient pas des parents âgés en difficulté, mais finançaient un style de vie de privilégié qu'ils n'avaient pas gagné et ne pouvaient pas se permettre seuls. Pire encore, ils ressentaient si peu de liens sincères avec ma famille qu'ils préféraient un buffet de casino à l'anniversaire de leur petit-fils, puis avaient l'audace de me blâmer pour leurs décisions. Avec des mains qui avaient cessé de trembler et qui étaient maintenant fermes de résolution, j'ai pris plusieurs mesures financières en succession rapide. Premièrement, j'ai contacté la banque et fermé le compte joint que j'avais créé pour mes parents, transférant le solde restant sur mon compte personnel. Deuxièmement, j'ai annulé tous les virements automatiques vers les comptes associés à mes parents. Troisièmement, je les ai retirés en tant qu'utilisateurs autorisés d'une carte de crédit d'urgence que j'avais fournie des années auparavant. Enfin, j'ai gelé mon crédit auprès des 3 principaux bureaux, sachant que mes parents avaient accès à mon numéro de sécurité sociale et à ma date de naissance. Chaque action était à la fois terrible et libératrice. Je rompais des liens financiers qui étaient devenus des chaînes toxiques, donnant la priorité au bien-être de ma propre famille plutôt qu'à la perpétuation de schémas destructeurs. Quand Stéphanie est revenue avec Mason, les jours après avoir joué, elle m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Un regard sur mon visage lui a dit que quelque chose d'important s'était produit. « Mason, pourquoi n'irais-tu pas choisir un livre à lire après le déjeuner ?» a-t-elle suggéré. Une fois qu'il s'est éloigné en courant, elle s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je leur ai coupé les vivres, ai-je dit simplement. Plus d'argent. J'ai vérifié l'activité du compte. Ils vivaient comme des rois à nos frais tout en mentant sur leurs besoins d'aide pour les produits de base. Plutôt que le choc auquel je m'attendais à moitié, Stéphanie a hoché lentement la tête. Je m'en doutais. Est-ce que ça va? Non, ai-je admis, mais ça ira. J'aurais dû faire ça il y a des années. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre de Mason où il triait joyeusement sa bibliothèque. La vérité. Que leurs actions ont des conséquences. Que je ne financerai pas un style de vie pour des gens qui ne considèrent même pas mon fils comme de la famille. Après le déjeuner et l'heure du compte, pendant que Mason faisait la sieste, j'ai rédigé un email détaillé à mes parents. J'ai expliqué ma décision de mettre fin au soutien financier, citant leur absence à la fête d'anniversaire comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un schéma de manque de respect et de sentiment de dû. J'ai détaillé les dépenses extravagantes que j'avais découvertes et comment elles violaient l'esprit de notre arrangement. J'ai établi des limites claires pour l'avenir, plus d'argent, pas de visite surprise, et pas de contact avec Mason jusqu'à ce qu'il démontre un remords sincère et un changement de comportement. L'email était ferme mais pas cruel. J'ai reconnu leur âge et les défis potentiels, mais j'ai souligné que ma première responsabilité était envers ma femme et mon fils. J'ai terminé en disant que je serais ouvert à la reconstruction de notre relation s'ils étaient prêts à participer à une thérapie familiale et à accepter la nouvelle réalité financière. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis j'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone, ayant besoin de distance face à la réaction inévitable. À peine 40 minutes plus tard, mon téléphone professionnel a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai envisagé de l'ignorer mais j'ai décidé d'affronter la situation directement. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle crié sans même dire bonjour. On vient d'essayer d'utiliser la carte de crédit pour le dîner et elle a été refusée. Sais-tu à quel point c'était humiliant? J'ai envoyé un email expliquant tout, ai-je répondu calmement. Le soutien a pris fin, maman. Je ne continuerai pas à financer un style de vie pour des gens qui ont montré qu'ils n'accordent aucune valeur à leur relation avec mon fils. C'est de la maltraitance de personnes âgées, a-t-elle hurlé. Nous dépendons de cet argent. Nous avons des factures à payer. Vous avez la sécurité sociale et la pension de papa. Vous avez une nouvelle voiture de luxe que vous pouvez vendre. Vous avez plein d'options qui n'impliquent pas de profiter de moi. Profiter? Après tout ce qu'on a fait pour t'élever. C'est comme ça que tu nous remercies. Sa voix dégoulinait de venin. Tu le regretteras, Calvin. Tu ne nous reverras plus jamais. C'est votre choix, ai-je dit, en gardant mon calme, bien que mon cœur battait la chamade.
Mais réfléchissez bien si des visites au casino et des achats de luxe valent la peine de perdre votre relation avec votre fils et votre petit-fils. Passe-moi ton père, a-t-elle exigé. La voix de papa est arrivée, froide de fureur. Espèce de petit ingrat prétentieux. Tu te crois meilleur que nous maintenant avec ton job de luxe et ta grande maison. C'est nous qui t'avons fait. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Et maintenant tu nous punis parce qu'on a manqué une stupide fête d'enfants. Ce n'est pas une punition, papa. Ce sont des conséquences. Et il ne s'agit pas d'une seule fête. Il s'agit d'années à prendre sans appréciation, à me traiter comme une banque au lieu d'un fils. À dire que mon enfant n'est pas vraiment de la famille. On verra si tu seras aussi suffisant quand on vivra dans la rue, a-t-il menacé. J'espère que tu pourras vivre avec ça. J'espère que vous pourrez vivre avec les choix que vous avez faits, ai-je rétorqué. J'en ai fini de permettre des schémas destructeurs. Si vous voulez une relation avec moi et Mason à l'avenir, ce sera à de nouvelles conditions. On n'a pas besoin de ta charité ni de tes conditions, a-t-il craché. Ne nous appelle pas quand tu réaliseras la terrible erreur que tu as faite. Au revoir, papa, ai-je dit, mettant fin à l'appel et bloquant aussi ce numéro. Je suis resté assis à mon bureau, tremblant, non pas d'incertitude, mais de l'adrénaline d'avoir enfin tenu bon. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais donné la priorité au bien-être de ma propre famille sur les exigences de mes parents. La culpabilité que je m'attendais à ressentir était absente, remplacée par un soulagement étrange et triste. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans un silence étrange. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail de mes parents. J'ai commencé à espérer, peut-être naïvement, qu'ils avaient accepté ma décision et réfléchissaient à leur comportement. Stéphanie a remarqué mon attitude détendue, commentant que je semblais plus léger en quelque sorte. C'est comme si j'avais déposé un lourd sac à dos que je ne réalisais même pas que je portais, ai-je expliqué. Cette paix a volé en éclats le 3e matin lorsque mon téléphone a explosé de notifications. Mes parents avaient lancé une offensive sur plusieurs plateformes. D'abord, il y a eu des appels de numéros que je ne reconnaissais pas, qui se sont avérés être des téléphones d'hôtel et des téléphones portables empruntés pour contourner mes blocages. Puis sont venus les emails avec des objets de plus en plus désespérés et en colère, vos parents seront sans abri, et, comment as-tu pu faire ça aux gens qui t'ont élevé, et, nous dirons à tout le monde quel genre de fils tu es vraiment. Le plus dérangeant, c'est qu'ils ont posté une longue tirade sur Facebook, me taguant ainsi que de nombreuses relations communes, se présentant comme des parents âgés abandonnés dont le fils ingrat leur avait coupé les vivres sans avertissement parce qu'ils avaient manqué une fête d'anniversaire. Ils ont commodément omis les années de soutien financier, leur voyage au casino, ou le commentaire de mon père sur le fait de ne pas considérer Mason comme de la famille. En milieu d'après-midi, mon téléphone bourdonnait de messages inquiets de membres de la famille élargie qui avaient vu le post. La sœur de ma mère, tante Patricia, a appelé pour exiger une explication sur la façon dont je pouvais abandonner mes parents âgés. Mon cousin Thomas a envoyé un SMS me qualifiant d'égoïste et de sans cœur. Devrais-je répondre publiquement, ai-je demandé à Stéphanie ce soir-là. Rétablir la vérité. Elle a sagement secoué la tête. C'est exactement ce qu'ils veulent. Une dispute publique où ils peuvent jouer les victimes. Quiconque te connaît vraiment ne croira pas leur version. Elle avait raison, bien sûr, mais cela ne rendait pas la campagne de dénigrement plus facile à supporter. Je me suis retrouvé à expliquer la situation réelle à plusieurs reprises à des membres de la famille, certains réceptifs, d'autres convaincus que j'étais le méchant de l'histoire. Le pire moment est arrivé lorsque le frère de mon père, l'oncle Robert, a appelé alors que Mason était à proximité. Ne connaissant pas la situation, j'ai répondu en mode haut-parleur, pour que mon oncle se lance dans une tirade. Espèce de petit ingrat. Après tout ce que tes parents ont fait pour toi, c'est comme ça que tu les remercies? En leur coupant les vivres et en les faisant mendier. Les yeux de Mason se sont agrandis à la voix en colère et aux mots inconnus. J'ai rapidement mis fin à l'appel, mais le mal était fait. Pourquoi cet homme était-il si en colère, papa, a demandé Mason, la lèvre inférieure tremblante. Est-ce qu'il est en colère contre moi? Personne. Pas contre toi, l'ai-je assuré en le serrant dans mes bras. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur certaines choses. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais ses petites épaules sont restées tendues, et il est resté inhabituellement silencieux ce soir-là, clairement affecté par l'interaction colérique dont il avait été témoin. Cette nuit-là, Stéphanie et moi avons pris une décision difficile.
Une coupure totale de la communication avec mes parents et quiconque agissait comme leur intermédiaire, au moins temporairement. J'ai envoyé un dernier email à mes parents expliquant que leurs attaques publiques et le recrutement de membres de la famille m'avaient forcé à couper tout contact pour le bien-être de ma famille, en particulier de ma sonne. J'ai réitéré que la porte restait ouverte à la réconciliation, mais uniquement par le biais d'une thérapie familiale et avec des excuses sincères. La réponse est venue rapidement. Tu ne peux pas nous empêcher de voir notre petit-fils. On verra bien. La menace implicite m'a glacé. J'ai installé une sonnette vidéo ce week-end-là et j'ai informé l'école maternelle de ma sonne que seule Stéphanie, moi-même ou ses parents étaient autorisés à le récupérer. Une semaine s'est écoulée dans un calme relatif. Puis, un samedi après-midi, alors que Stéphanie emmenait ma sonne faire les courses, un taxi s'est arrêté devant notre maison. Mes parents en sont sortis, bagages en main, et ont marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai regardé à travers la caméra de sécurité alors qu'il sonnait à plusieurs reprises, puis commençait à frapper à la porte quand je n'ai pas répondu. « Calvin, on sait que tu es là. Ouvre cette porte immédiatement », a crié ma mère directement dans la caméra. J'ai parlé à travers le haut-parleur de la sonnette. « Maman, papa, je vous ai dit de ne pas venir ici. S'il vous plaît, partez. On a traversé tout le pays pour voir notre petit-fils, » a hurlé papa. « Tu ne peux pas nous l'enlever. On a des droits. Vous avez choisi de ne pas le voir le jour de son anniversaire, leur ai-je rappelé. S'il vous plaît, partez maintenant. On pourra parler quand vous serez plus calme, par l'intermédiaire d'un thérapeute. On ne partira pas tant que tu ne nous auras pas affrontés comme un homme, a déclaré papa, s'asseyant de manière dramatique sur leur valise. Et que tu ne nous auras pas rendu notre carte de crédit et l'accès à notre argent. Ce n'est pas votre argent, papa. C'était un don volontaire qui a pris fin quand vous avez montré que vous ne me respectiez pas, ni moi ni ma famille. Ils ont continué à faire une scène, leur voix devenant plus forte, attirant les regards curieux des voisins qui passaient. Quand ma mère a commencé à pleurer théâtralement en parlant d'être abandonnée dans notre vieillesse, j'ai su que je devais mettre fin à ce spectacle. Si vous ne partez pas immédiatement, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police, ai-je prévenu. Tu n'oserais pas, a haleté maman. Je protège ma famille, ai-je déclaré simplement. Vous avez 30 secondes pour retourner à votre taxi. Ils n'ont pas bougé, pensant clairement que je bluffais. J'ai soupiré lourdement et j'ai composé le 911, expliquant calmement la situation à l'opérateur. 15 minutes plus tard, la voiture de Stéphanie est entrée dans l'allée juste au moment où une voiture de police arrivait. Je me suis précipité dehors pour les intercepter, ne voulant pas que ma sonne soit témoin de cette situation, mais il était trop tard. Il était déjà sorti de la voiture, les yeux écarquillés à la vue de la police parlant à ses grands-parents. « Papy Riche, Mamie Martha », a-t-il appelé avec enthousiasme, commençant à marcher vers eux. Stéphanie a doucement attrapé sa main. « Pas maintenant, mon chéri. Allons à l'intérieur et laissons papa parler à papy et mamie. » Les officiers étaient professionnels, expliquant à mes parents qu'ils violaient une propriété privée et devaient partir. Mon père a essayé d'argumenter qu'ils avaient le droit de voir leur petit-fils, mais la police a clarifié qu'en tant que parents, Stéphanie et moi contrôlions l'accès à notre enfant mineur. « Ce n'est pas fini », a crié mon père alors qu'ils retournaient enfin à leur taxi qui attendait. La famille ne traite pas la famille de cette façon. L'ironie de sa déclaration aurait pu être comique si elle n'avait pas été si douloureuse. À l'intérieur, ma sonne était confus et contrarié. Pourquoi la police parlait à papy et mamie? Est-ce qu'ils ont des ennuis? Pourquoi je ne pouvais pas leur dire bonjour? Stéphanie et moi avons échangé un regard, débattant silencieusement de ce qu'il fallait expliquer à un enfant de 3 ans. Finalement, je l'ai assis sur mes genoux. Parfois, les adultes ont besoin de temps séparés quand ils ne sont pas d'accord. Mon grand, papy, mamie et moi, on a un désaccord en ce moment, alors on prend un peu de distance les uns des autres. Comme quand je me fâche avec Jadon à l'école et qu'on joue dans des coins différents, a-t-il demandé, essayant de comprendre. Un peu comme ça, ai-je convenu, soulagé de son analogie simple mais précise. On a tous besoin d'un peu de temps pour se calmer. Ce soir-là, après que ma sonne fut endormie, Stéphanie et moi avons discuté des prochaines étapes. Je pense qu'on devrait parler à quelqu'un, a-t-elle suggéré, un thérapeute spécialisé dans les ruptures familiales. Ça nous affecte tous, surtout ma sonne. J'ai hoché la tête, épuisé par les événements de la journée. Et peut-être consulter un avocat pour une ordonnance restrictive. Je ne pense pas qu'ils s'arrêteront après aujourd'hui.
La semaine suivante a apporté un nouveau développement. J'ai reçu un email d'Alan Peterson, le propriétaire de mes parents. Il avait trouvé mes coordonnées sur leur demande de location comme contact d'urgence. Je vous contacte parce que vos parents ont 3 mois de retard de loyer, expliquait son email. Ils ont toujours été ponctuels auparavant, alors je voulais vérifier si tout allait bien avant de commencer la procédure d'expulsion. 3 mois de retard malgré mon soutien hebdomadaire. J'ai regardé l'écran, stupéfait par la profondeur de leur mauvaise gestion financière. Ils avaient clairement donné la priorité aux achats de luxe plutôt qu'à leurs besoins de base en matière de logement, supposant que je serais toujours là pour les renflouer de n'importe quelle crise. J'ai remercié Alan pour l'information, mais j'ai expliqué que je ne m'occupais plus des finances de mes parents. Je lui ai suggéré de communiquer directement avec eux au sujet du loyer impayé. Le fait qu'ils puissent être expulsés me pesait, mais je me suis rappelé qu'ils étaient des adultes qui avaient fait leur propre choix, donnant à plusieurs reprises la priorité au désir sur les besoins. Comme dernière tentative de réconciliation, j'ai envoyé un email à mes parents offrant une thérapie familiale comme seule voie à suivre. J'ai recommandé un thérapeute spécialisé dans les conflits intergénérationnels et les limites financières, offrant même de payer les séances. Leur réponse a été rapide et dédaigneuse. On n'a pas besoin de thérapie. On a besoin de récupérer notre argent. Rends-nous notre pension hebdomadaire de $600 et les choses pourront redevenir normales. Leur utilisation du mot « pension », comme si l'argent avait été leur droit plutôt que mon don, a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait aucune reconnaissance de la façon dont ils avaient blessé Mason ni de la reconnaissance du choix inapproprié du casino le jour de son anniversaire. Aucune admission que le déclarer, pas de la famille, était cruel et faux. Le cœur lourd, j'ai mis en place une politique de non-contact total. J'ai changé mon adresse email, obtenu un nouveau numéro de téléphone et ajusté les paramètres de confidentialité sur tous les médias sociaux. Cela semblait extrême, mais nécessaire pour protéger ma famille immédiate de l'agitation émotionnelle que mes parents créaient. Mason demandait de temps en temps des nouvelles de ses grands-parents, et nous répondions honnêtement, mais de manière adaptée à son âge, en disant qu'il prenait une longue pause de visite, mais que nous le préviendrions quand cela changerait. Sa confusion a progressivement laissé place à l'acceptation, surtout avec la présence aimante des parents de Stéphanie qui remplissaient admirablement le rôle de grands-parents. 6 mois se sont écoulés sans contact. Les premières semaines ont été les plus difficiles, remplies de vagues de culpabilité, de colère et de deuil. Je ne pleurais pas la relation que j'avais perdue, mais celle que je n'avais jamais vraiment eue. Des parents qui célébraient mes succès sans jalousie. Des parents qui mettaient mes besoins avant leurs désirs. Des parents qui considéraient mon enfant comme un membre précieux de la famille plutôt qu'une obligation gênante. Stéphanie a suggéré que je voie un thérapeute individuellement en plus de nos séances familiales. D'abord réticent, j'ai finalement accepté, reconnaissant que plus de 30 ans de schéma malsain avaient laissé des marques que j'avais besoin d'aide pour traiter. Le docteur Winters m'a aidé à comprendre que le comportement de mes parents reflétait leurs propres limites et dysfonctionnements, pas ma valeur en tant que fils. Vous pouvez aimer vos parents tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas capables de la relation que vous méritez, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement puissante. Fixer des limites, ce n'est pas les punir. C'est vous protéger, vous et votre famille, de schémas nuisibles. Les questions de Mason sur ses grands-parents ont progressivement diminué à mesure que de nouvelles expériences remplissaient ses journées. Quand il posait des questions, nous maintenions un message cohérent, Papy Rich et Mamie Martha prennent un peu de temps pour eux, mais ils tiennent toujours à toi. Parfois, les adultes ont besoin d'espace pour régler leurs problèmes. Les parents de Stéphanie ont magnifiquement pris le relais, venant régulièrement en visite et créant des traditions spéciales avec Mason. Ils n'ont jamais mal parlé de mes parents ni essayé de les remplacer, remplissant simplement l'espace avec un amour et une attention sincères. Regarder mon fils faire des biscuits avec la mère de Stéphanie ou construire des modèles réduits d'avions avec son père m'a montré à quoi devraient ressembler des relations saines avec les grands-parents. Près de 7 mois après l'incident de l'anniversaire, une enveloppe est arrivée avec l'adresse de retour de mes parents. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait hésiter. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon père, la première fois que je voyais son écriture depuis des années. Calvin, commençait-elle simplement, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. J'ai été en colère pendant longtemps après que tu nous aies coupé les vivres. Je t'ai blâmé pour tout. Mais quelque chose que le médecin de ta mère a dit récemment m'a fait réaliser que nous pourrions aussi avoir une part de responsabilité. La lettre continuait en expliquant que ma mère avait été diagnostiquée avec un stade précoce de démence,
ce qui avait potentiellement contribué à certains de ses comportements et dépenses plus erratiques. Il reconnaissait qu'ils avaient pris mon soutien financier pour acquis et avaient fait de mauvais choix avec l'argent que j'avais fourni. Manquer l'anniversaire de Mason était inexcusable, écrivait-il. Et ce que j'ai dit sur le fait qu'il n'était pas de la famille était cruel et faux. Je me suis emporté parce que je me sentais coupable, mais ce n'est pas une excuse. C'est un garçon merveilleux et il mérite de meilleurs grands-parents que nous n'avons été. Il terminait en disant qu'il ne s'attendait pas à une réponse immédiate ni à ce que le soutien financier reprenne, mais espérait que nous pourrions éventuellement reconstruire une sorte de relation, même si elle était différente d'avant. La lettre n'était pas parfaite. Il y avait encore des soupçons d'auto-justification et un subtil transfert de la faute. Mais elle représentait la première réflexion sincère que j'avais jamais vue de la part de mon père. Et j'ai décidé qu'elle méritait une réponse prudente. Après en avoir discuté avec Stéphanie et ma thérapeute, j'ai répondu par écrit. J'ai exprimé ma sympathie pour le diagnostic de ma mère et j'ai demandé quel traitement elle recevait. J'ai reconnu son effort pour tendre la main, mais j'ai réaffirmé que toute réconciliation devrait se faire lentement avec des limites et des attentes claires des deux côtés. Mason demande parfois de tes nouvelles, et j'écris sincèrement. Si vous êtes prêt à respecter nos limites et à construire une relation basée sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation financière, je suis ouvert à des étapes prudentes pour reconstruire la confiance. Ainsi a commencé une correspondance lente, parfois maladroite. J'ai appris que mes parents avaient déménagé dans un appartement plus petit qu'ils pouvaient se permettre avec leurs revenus de sécurité sociale et de pension. Mon père avait pris un travail à temps partiel dans une quincaillerie et ma mère participait à un groupe de soutien pour les patients atteints de démence précoce. Après 3 mois d'échange de lettres, nous sommes passés à des appels vidéo occasionnels, strictement programmés et initialement sans Mason. Je surveillais les signes de manipulation ou de sentiment de dû, prêt à mettre fin au contact à nouveau si nécessaire, mais j'ai vu un effort sincère à la place. Finalement, nous avons organisé une rencontre dans un lieu neutre, un parc à mi-chemin entre notre maison et leur nouvel appartement. Mason était excité mais timide, se cachant derrière mes jambes quand nous sommes arrivés. Ma mère a pleuré en le voyant, bien qu'elle ait maintenu une distance appropriée jusqu'à ce qu'il se détende. Mon père avait apporté une petite figurine de dinosaure, montrant qu'il se souvenait de l'intérêt de Mason. « Tu nous as manqué, petit bonhomme », a-t-il dit, s'agenouillant simplement au niveau de Mason au lieu d'attendre un câlin immédiat. La visite n'a duré qu'1 heure, mais c'est raisonnablement bien passé. Aucune mention d'argent ou de conflit passé, pas de cadeaux extravagants ou de promesses, juste une simple conversation et une reprise de contact. Au cours de l'année suivante, nous avons établi un nouveau type de relation. Un contact limité et structuré, des limites claires autour de l'argent, mes parents ne demandant jamais d'aide financière et moi n'en offrant jamais. Nous nous sommes concentrés sur la construction de liens authentiques plutôt que sur des interactions basées sur l'obligation. Mon père a rejoint un cours d'éducation financière pour les seniors, quelque chose qu'il aurait méprisé par le passé. L'état de ma mère progressait lentement, mais elle avait de bons jours où elle était pleinement présente et engagée avec Mason. Ils ont assisté à sa 4e fête d'anniversaire, apportant un cadeau modeste mais attentionné pour lequel ils avaient clairement économisé, et sont restés tout le temps en participant sincèrement. Ce parcours m'a appris des leçons douloureuses mais nécessaires sur la famille. Que parfois, l'amour exige des décisions difficiles. Que permettre un comportement nuisible n'est pas de la gentillesse mais de la complicité. Que des limites saines ne sont pas égoïstes mais essentielles. Plus important encore, que briser les schémas générationnels demande du courage et de la constance. Je regarde Mason maintenant, qui devient un enfant gentil et responsable qui comprend la valeur de l'argent parce que nous lui enseignons des leçons adaptées à son âge sur l'épargne et la dépense. Je vois comment il apprend que les relations doivent être basées sur le respect mutuel et l'attention sincère, pas sur l'obligation ou les transactions financières. Je réalise qu'en tenant tête au schéma toxique, je donne à mon fils une fondation différente de celle que j'ai reçue. Ma relation avec mes parents ne sera jamais parfaite. Il y a encore des moments gênants et des tests occasionnels de limites, mais elle est plus saine qu'elle ne l'a jamais été, construite sur la réalité plutôt que sur l'illusion, sur le respect plutôt que sur l'exploitation. Si vous êtes piégé dans une situation similaire, pris entre la culpabilité et l'instinct de survie, sachez que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de cesser de permettre des schémas destructeurs, même quand cela semble impossible, même quand les autres ne comprennent pas. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger votre famille de dynamiques toxiques? Le soutien financier a-t-il déjà compliqué vos relations familiales?
Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus de réflexions sur les dynamiques familiales complexes et le chemin vers des relations plus saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que parfois, la véritable croissance ne se produit que lorsque nous avons le courage de dire « ça suffit ».